14 août 1945, 09h32, camp d'essai d'Aberdeen, dans le Maryland. Le commandant Henry Dubois du corps du matériel de l'armée américaine se tenait devant un char Panther Osf. J'ai capturé, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Il avait passé 3 jours à examiner la suspension. Les barres de torsion mesuraient 1850 mm de long, 54 mm de diamètre. Fabriqués à partir d'un alliage d'acier qui, avec une dureté Brinell de 280, pouvait supporter un couple de 2200 nm, se briser. Les chars américains utilisaient encore des ressorts hélicoïdaux comme au XIXe siècle. Dubois écrivit dans son rapport « Nous n'avons pas 5 ans de retard, nous en avons 50. Cette suspension allemande est une prouesse d'ingénierie que notre génération ne peut atteindre. » Ce que le commandant Dubois découvrit en cette matinée d'août allait déterminer le développement des chars américains pour les 4 prochaines décennies. La suspension à barre de torsion du Panther n'était pas une simple amélioration progressive. C'était un bond technologique quantique qui changeait tout ce que les ingénieurs pensaient de savoir sur la mobilité des chars. Ceci est l'histoire de la manière dont la précision allemande a dominé la technologie militaire américaine pendant 40 ans. Avant de révéler comment l'Amérique a désespérément tenté de copier cette technologie, vous devez comprendre le problème qui tourmentait les concepteurs de chars depuis la Première Guerre mondiale. Chaque char a besoin d'une suspension. Sans suspension, les irrégularités du terrain détruisent l'équipage, endommagent le châssis et rendent impossible un ciblage précis, mais la suspension d'un char de combat de 45 tonnes n'est pas comme la suspension d'une voiture. Les forces sont brutales. Un Panther qui saute par-dessus un fossé à 55 km/h génère des forces d'impact de plus de 8 grammes, soit 360 000 newtons par roue. Les ressorts qui peuvent supporter cela doivent être en acier plus dur que les canons. Jusqu'en 1943, toutes les nations utilisaient des solutions primitives. Les chars Leclerc américains avaient des ressorts hélicoïdaux montés verticalement, appelés suspensions à ressorts hélicoïdaux verticaux. Les chars Churchill britanniques utilisaient des ressorts hélicoïdaux horizontaux. Les T-34 soviétiques avaient une suspension Christie avec de grands ressorts hélicoïdaux. Tous ces systèmes partageaient le même inconvénient fatal. Ils prenaient de la place, énormément de place. Les ressorts hélicoïdaux capables d'amortir 45 tonnes étaient massifs, occupant un espace intérieur précieux, réduisant le blindage, faisant de la maintenance un cauchemar. Mais les ingénieurs allemands de Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, MAN en abrégé, avaient depuis 1938 travaillé sur une alternative radicale. Au lieu d'utiliser des ressorts qui se compriment, ils utilisaient des barres d'acier qui tournent. Le concept était brillamment simple. Une longue barre d'acier, fixée solidement à une extrémité, reliée à la roue de roulement à l'autre extrémité. Lorsque la roue est poussée vers le haut, la barre tourne. L'acier en torsion veut revenir à sa forme d'origine. Cette force de rappel est la suspension, plus de ressorts hélicoïdaux géants, seulement d'élégantes barres d'acier longeant le fond de la caisse. La théorie était simple, la pratique était brutale. Construire des barres de torsion pour chars qui fonctionnent nécessitait une métallurgie qui, en 1938, était à la limite du possible. L'acier devait être à la fois extrêmement dur, extrêmement résistant. Trop mou, et la barre se déformerait en permanence, perdant sa suspension, tombant en panne, trop dure, et la barre se briserait au premier choc violent. Défaillance catastrophique, tuant potentiellement l'équipage. Les métallurgistes allemands de Krupp ont mis 3 ans à développer l'alliage parfait. La spécification finale de la barre de torsion du Panther était un chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande. Alliage d'acier, 50 CRV4.
Acier au chrome vanadium avec 0,50% de carbone, 1,05% de chrome, 0,18% de vanadium. Chaque barre était soumise à un processus de traitement thermique en 5 étapes. D'abord une normalisation à 950 degrés Celsius, puis une trempe dans l'huile à 850 degrés, puis un revenu à 480 degrés pendant exactement 2 heures, puis un durcissement de surface par nitruration à 530 degrés pendant 48 heures, enfin un refroidissement contrôlé sur 12 heures. Le résultat était un acier avec une dureté Brinell de 280 à 300 en surface, 240 Brinell au cœur. Cette combinaison a donné à la barre de torsion des propriétés incroyables. Couple maximal de 2200 Nm sans déformation permanente. Débattement plus ou moins 180 mm. Plus de 2 fois plus que les ressorts hélicoïdaux alliés. Durée de vie en fatigue de plus de 100 000 cycles à pleine charge. Et tout cela dans une barre d'acier qui ne mesurait que 1850 mm de long, 54 mm de diamètre et ne pesait que 18 kg par barre. Lorsque le premier Panther Ausf D a atteint le terrain d'essai de Kummersdorf en janvier 1943. Les résultats ont été si dramatiques que Waffenprüfamt 6 a répété les tests 3 fois parce qu'il ne croyait pas aux données. Le Panther franchissait des obstacles à 55 km/h qui obligeaient un Leclerc à s'arrêter à 30 km/h. Le débattement était si grand que le châssis pouvait se déplacer pratiquement indépendamment de la caisse. Un ciblage précis était possible en pleine conduite sur terrain accidenté. La fatigue de l'équipage a été réduite d'environ 60% par rapport aux ressorts hélicoïdaux du T-34. Mais la véritable percée était le gain de place. Les ressorts hélicoïdaux d'un Leclerc prenaient 1,2 m3 d'espace intérieur par côté. Les barres de torsion du Panther prenaient 0,3 m3, réduction de 75%. Cet espace gagné a permis un blindage latéral plus épais, plus de munitions, des positions d'équipage plus confortables. C'était comme si les ingénieurs allemands avaient construit un char qui gagnait 3 tonnes de poids sans faire de compromis. Les équipages de chars alliés ont découvert la supériorité de la suspension à barre de torsion à leurs dépens, au combat. Normandie, 12 juin 1944. Le lieutenant Charles Henderson, de la 2e division blindée, pourchassait un Panther à travers le bocage au sud de 40 ans. Son Leclerc M81 avait du mal à franchir les chemins de terre accidentés à plus de 25 km/h. Les ressorts hélicoïdaux se heurtaient violemment. L'équipage était secoué. La visée optique était inutile pendant la conduite. Le Panther devant lui roulait à 45 km/h, sur les mêmes chemins, comme si c'était une autoroute asphaltée. Henderson a écrit plus tard. Il glissait sur un terrain qui nous secouait à morte. Nous ne pouvions pas le rattraper, nous ne pouvions pas viser en conduisant. Lui le pouvait. Ce n'est pas un combat équitable. Le Panther s'est échappé. Henderson a survécu à la guerre. Est devenu plus tard ingénieur chez Renault Trucks Defense, a travaillé sur le projet de char M60 Patton dans les années 1950. Dans une interview de 1978, il a déclaré « Chaque char américain que nous avons construit après 1945 utilisait une suspension à barre de torsion. Nous avons copié les Allemands. Nous n'avions pas le choix. Leur solution était trop supérieure. Après la fin de la guerre, en mai 1945, les États-Unis ont lancé l'opération Trombone. Pas seulement pour les scientifiques spécialistes des missiles, ils ont également enlevé des métallurgistes, des ingénieurs en blindage, des spécialistes des suspensions. Mais copier les barres de torsion s'est avéré beaucoup plus difficile que copier les fusées V2. Le problème n'était pas la conception. Les plans allemands étaient détaillés, précis, compréhensibles. Le problème était la métallurgie. Les aciéries américaines n'arrivaient pas.
à reproduire le traitement thermique exact. Trop de variables, le contrôle de la température n'était pas suffisamment précis. La trempe à l'huile était inconstante. La profondeur de la nitruration variait. Le résultat? Des barres de torsion qui ressemblaient aux barres du Panther, mais ne supportaient que 1400 Nm de couple. Au lieu de 2200 Nm, elles cédaient après 40 000 cycles, au lieu de 100 000. C'étaient des copies, mais des copies de qualité inférieure. Le premier char américain avec suspension à barre de torsion fut le M26 Pershing, conçu en 1943, déployé en 1945. Ces barres de torsion étaient basées sur la technologie capturée du Panther, mais utilisaient de l'acier américain, car les procédés Krupp n'étaient pas encore complètement maîtrisés. Les rapports de test d'Aberdeen sont d'une honnêteté brutale. Rupture de fatigue des barres de torsion en moyenne après 380 heures de fonctionnement. Les barres de torsion du Panther, lors des tests allemands, atteignaient 1200 heures de fonctionnement sans rupture. C'est un facteur 3 de différence. La métallurgie américaine en 1945 n'était tout simplement pas au niveau de la métallurgie allemande. Il a fallu attendre 1959, soit 14 ans après la fin de la guerre, pour que les ingénieurs américains puissent enfin produire des barres de torsion atteignant les spécifications du Panther. La percée est venue d'Allegheny Ludlum Steel Corporation, qui avait embauché des métallurgistes allemands ayant fui les soviétiques. Le docteur Wilhelm Steinberg, ancien ingénieur chez Krupp, a dirigé le projet. Sa solution? Une réplication exacte du processus allemand en 5 étapes, avec un contrôle de température plus précis, rendu possible grâce à de nouveaux fours électriques. Le char Leclerc, déployé en 1960, avait enfin des barres de torsion aussi bonnes que celles du Panther de 1943, un retard de 17 ans. Mais même en 1960, l'Amérique était techniquement juste à niveau. Les Soviétiques avaient été plus rapides. Après la prise de Berlin en mai 1945, les troupes soviétiques avaient systématiquement démantelé les aciéries Krupp à Magdebourg, expédié 2800 tonnes d'équipement spécial à Chelyabinsk et forcé les ouvriers allemands à les accompagner. Dès 1947, l'URSS produisait des barres de torsion selon les spécifications allemandes exactes, le T-54, déployé en 1947, avait une suspension meilleure que tout ce que les États-Unis pouvaient construire jusqu'en 1960. C'était embarrassant, c'était militairement dangereux. Cela montrait à quel point les deux superpuissances dépendaient de la technologie allemande. La vraie ironie, le M1 Abrams, déployé en 1980, utilise une suspension à barre de torsion qui descend directement de la conception du Panther de 1943. Les barres de torsion modernes de l'Abrams mesurent 2100 mm de long, 60 mm de diamètre et sont faites d'un acier presque identique au Krupp 50 CRV4. Couple maximal de 2800 mm, soit seulement 27% de plus que le Panther, malgré 35 ans de progrès technologiques. Les ingénieurs allemands des années 1940 avaient déjà atteint 80% du maximum théorique. Il y avait peu de marge d'amélioration. Laissez-moi entrer plus en détail technique pour vous expliquer pourquoi la suspension à barre de torsion était si révolutionnaire. Le secret réside dans la physique de la torsion. Quand vous tournez une barre d'acier, vous créez une contrainte de cisaillement dans le matériau. Cette contrainte est proportionnelle à l'angle de rotation. Cela signifie que la suspension est linéaire, prévisible, calculable. Les ressorts hélicoïdaux, en revanche, sont non linéaires, surtout sous des charges extrêmes. Ils deviennent progressivement plus rigides à mesure qu'ils sont comprimés. Cela rend la dynamique du véhicule difficile à contrôler. Les barres de torsion sont mathématiquement élégantes. Les ressorts hélicoïdaux sont chaotiques. La formule de la rigidité en torsion est T
égale à G fois J fois θ divisé par L, où G est le module de cisaillement du matériau, J est le moment d'inertie polaire, θ est l'angle de rotation et L est la longueur. Pour une barre cylindrique, J est égal à pi fois D puissance 4 divisé par 32. Cela signifie que la rigidité est proportionnelle à la puissance 4e du diamètre. Doublez le diamètre et vous obtenez une rigidité 16 fois plus élevée. Les concepteurs du Panther l'ont parfaitement compris. Un diamètre de 54 mm était l'optimum entre rigidité, poids et encombrement pour un char de 45 tonnes. Mais le diamètre n'était pas le seul paramètre. La longueur était tout aussi cruciale. Des barres de torsion plus longues offrent un plus grand débattement de suspension, une suspension plus souple, un meilleur confort. Mais des barres plus longues nécessitent plus d'espace et sont plus lourdes. La conception du Panther utilisait une longueur de 1850 mm, montée en diagonale de l'avant gauche à l'arrière droit à travers la coque. C'était une utilisation ingénieuse de l'espace. Les ingénieurs américains en 1943 pensaient que les barres de torsion devaient être montées transversalement, ce qui limitait la longueur à la largeur de la coque, environ 1200 mm. Les Allemands avaient gagné de la place grâce au montage diagonal. Ce détail à lui seul offrait 50% de débattement supplémentaire. Le traitement de surface des barres de torsion était tout aussi important que les propriétés du noyau. Les fissures se produisent toujours à la surface. Où la contrainte est la plus élevée, la nitruration durcissait la surface à 320 Brinell, tandis que le noyau restait à 240 Brinell. Ce gradient rendait la barre incroyablement résistante aux fissures de fatigue. Les tentatives américaines dans les années 1940 pour reproduire la nitruration ont échoué, parce qu'ils ne connaissaient pas le mélange exact de nitrogène, d'ammoniac et le temps nécessaire. Les Allemands avaient utilisé 48 heures à 530 degrés. Les États-Unis ont tout essayé, de 24 heures à 72 heures. Rien n'a fonctionné aussi bien que l'original. Un autre détail. Le logement des barres de torsion. Le Panther utilisait des roulements à aiguilles aux deux extrémités de chaque barre. Les roulements à aiguilles ont un frottement extrêmement faible, crucial pour des mouvements de suspension rapides. Le char Leclerc utilisait des bagues en bronze. Frottement plus élevé, réaction plus lente, plus d'usure. Les roulements à aiguilles étaient plus chers, plus difficiles à produire, nécessitaient des tolérances plus précises. Mais l'avantage en termes de performance était mesurable. La suspension du Panther réagissait 40% plus vite aux irrégularités du terrain que la suspension du char Leclerc. Cela signifiait une meilleure adhérence, une meilleure accélération, une meilleure maniabilité. Les données de test d'Aberdeen en 1945 montrent des différences dramatiques. Char Leclerc M4USA3, avec ressort hélicoïdaux, vitesse maximale sur terrain accidenté 32 km/h avant que la fatigue de l'équipage ne devienne critique. Panther OSF G avec barre de torsion, 52 km/h sur le même terrain, c'est 62% de vitesse en plus. Précision de visée pendant le déplacement. Le char Leclerc ne pouvait pas viser avec précision au-delà de 15 km/h. Le Panther pouvait viser avec précision jusqu'à 35 km/h grâce à une coque plus stable. Ces chiffres sont dévastateurs. Ils montrent une supériorité technologique qui ne peut être surmontée par le courage ou la tactique, seulement par une meilleure technologie. Les tests soviétiques avec des Panthers capturés en 1944 à Kubinka sont parvenus à des conclusions similaires. Le rapport 17G de novembre 1944 recommandait vivement l'introduction de la suspension à barre de torsion dans toutes les futures conceptions soviétiques. Citation : la suspension allemande à barre de torsion est techniquement supérieure aux ressorts hélicoïdaux Christie
dans tous les paramètres mesurables. Copie immédiate nécessaire pour la parité militaire, le T-44, conçu en 1944, déployé en 1945, fut le premier char soviétique avec des barres de torsion. Copie directe du concept Panther, le T-54, conçu en 1945, déployé en 1947, a encore affiné la conception. Jusqu'en 1950, les Soviétiques avaient une technologie de barre de torsion supérieure à celle des Américains. C'était embarrassant pour les États-Unis. Laissez-moi analyser une bataille spécifique qui démontre la supériorité des barres de torsion. Haraucourt, en Lorraine, le 19 septembre 1944, la 4e division blindée rencontre la Panzerbrigade 111, équipée de Panther AOSF. G. Le terrain est vallonné. Les chemins de terre sont ramollis par la pluie d'automne. Des conditions idéales pour tester les systèmes de suspension. Le lieutenant-colonel Creighton Abrams, commandant le 37e bataillon de chars, a mené 48 chars Leclerc M4A3 contre 88 Panther. Le premier contact a lieu à 07h22. Une compagnie de Panther, sous le commandement du capitaine Franz Becke, se déplaçait à 48 km/h sur un terrain accidenté, s'est arrêté soudainement et a tiré une salve précise à une distance de 1800 mètres. 3 chars Leclerc ont explosé dans les 30 premières secondes. Abrams a donné l'ordre de se disperser, de manœuvrer rapidement, d'attaquer les flancs. Mais ces chars Leclerc ne pouvaient pas dépasser les 30 km/h sur le même terrain, sans secouer l'équipage jusqu'à l'inconscience. Les Panthers ont maintenu une vitesse de 45 à 50 km/h tout en manœuvrant. Ils étaient simplement plus rapides partout. Ce n'est pas de la tactique, c'est de la physique. Le sergent technique William Bradford, canonnier dans le char Leclerc d'Abrams, a survécu à la bataille et a témoigné en 1983. Il a dit « Nos chars Leclerc heurtaient les collines si fort que je me suis cogné le front contre le périscope. J'avais du sang dans les yeux. Je ne pouvais pas viser pendant que nous roulions. J'ai vu à travers mes jumelles le canonnier du Panther viser pendant que son char roulait à pleine vitesse. Sa tourelle était stable. La nôtre était un tremblement de terre. Il nous a touchés 3. Et fois avant que je puisse même le mettre dans mon viseur. Abrams a perdu 25 chars Leclerc ce jour-là. Les Allemands ont perdu 7 Panthers, principalement à cause de l'artillerie et des frappes aériennes, pas des combats de chars. Le ratio de destruction était de 3,5 contre 1 en faveur des Panthers, malgré une supériorité numérique américaine de 2 contre 1. Après la bataille, Abrams a écrit dans son rapport « Les chars ennemis ont un avantage de mobilité que nous ne pouvons pas surmonter avec une tactique. Je recommande fortement d'accélérer les nouvelles conceptions de chars avec une suspension améliorée. » Ce rapport est parvenu au général George Patton, qui l'a transmis au corps du matériel avec une note manuscrite. Corrigez cela maintenant. Mais il a fallu attendre 1960 pour que les États-Unis règlent vraiment ce problème. L'impact de la suspension à barre de torsion sur la performance de l'équipage a été mesuré scientifiquement. Le camp d'essai d'Aberdeen a mené des tests, un comparatif en 1946, avec 20 membres d'équipage qui ont conduit à tour de rôle un char Leclerc et un Panther capturés sur un parcours de 50 km identiques. Les résultats étaient épouvantablement clairs. Après un trajet en char Leclerc, le rythme cardiaque moyen était de 112 BPM. Le niveau de cortisol a augmenté de 240%. L'échelle subjective de fatigue était de 8,2 sur 10. Après un trajet en Panther sur le même parcours, le rythme cardiaque moyen était de 87 BPM. Le cortisol n'a augmenté que de 95% par rapport à la base. La fatigue était de 4,1 sur 10. Les équipages de Panther étaient mesurablement plus reposés, moins stressés, plus performants.
Cela se traduit directement en efficacité au combat. Des études médicales ont montré des effets à long terme. Les vétérans qui avaient conduit des chars Leclerc ont montré des taux plus élevés de douleurs dorsales chroniques. 47% contre 23% dans la population générale. Les vétérans qui avaient conduit les Panthères, interrogés en Russie et en Allemagne après la guerre, n'ont montré que 28% de douleurs dorsales chroniques. Une meilleure suspension protégeait non seulement l'équipage pendant le combat, mais protégeait aussi sa santé pour la vie après. C'est de l'ingénierie humanitaire. La technique de production des barres de torsion du Panthère était elle-même révolutionnaire. Krupp a développé des machines spécialisées uniquement pour la fabrication de barres de torsion. Une machine, la rectifieuse de barres de torsion TK 1850, pouvait rectifier une barre brute de 60 mm de diamètre à une finale de 54 mm avec un lambda supérieur à 20 de finition de surface en seulement 18 minutes. C'était la production de masse de composants de précision. Les tentatives américaines en 1946 de construire des machines similaires ont échoué. Les tolérances étaient trop étroites. Les meules s'usaient trop rapidement. Le refroidissement était inadéquat. Les États-Unis ont effectivement importé 6 de ces machines de Krupp en 1950 dans le cadre du plan Marshall, dans le cadre du transfert technologique. C'est une reconnaissance que la technique de production allemande était supérieure. Le contrôle de la qualité des barres de torsion était tout aussi impressionnant. Chaque barre était soumise à 7 étapes d'inspection. Première inspection, test aux ultrasons pour les défauts internes, taux de rejet de 3%. Deuxième, test aux particules magnétiques pour les fissures de surface, taux de rejet de 2%. Troisième, test de dureté en 5 points le long de la longueur, doit être de 280 plus ou moins 10. Brinell, taux de rejet de 4%. Quatrième, test de torsion jusqu'à 2400 Nm, 110% au-dessus de la charge nominale, doit revenir sans déformation permanente. Taux de rejet de 1,5%. Cinquième, test de fatigue, 10 000 cycles à 2000 Nm. Taux de rejet de 0,8%. Sixième, inspection dimensionnelle, longueur plus ou moins 2000 m, diamètre plus ou moins 0,1 mm. Taux de rejet de 0,5%. Septième, inspection visuelle, taux de rejet de 0,3%. Le taux de rejet total était d'environ 11%, ce qui signifie que seulement 89% des barres produites atteignaient le véhicule final. Cela peut sembler du gaspillage, mais cela garantissait la qualité. La production américaine de 1945 à 1955 avait un taux de rejet de seulement 4%, parce que les normes étaient moins strictes. Le résultat, les barres de torsion américaines avaient un taux de défaillance sur le terrain plus élevé. Les Allemands comprenaient que la qualité en usine coûte moins cher que les réparations sur le terrain. Cette philosophie caractérise l'ingénierie allemande jusqu'à aujourd'hui. Un détail fascinant, la signature acoustique de la suspension à barre de torsion. Les ressorts hélicoïdaux produisent des grincements, des bruits métalliques lorsqu'ils se déplacent, surtout lorsqu'ils sont encrassés debout. Les barres de torsion sont presque silencieuses. Elles tournent à l'intérieur de leur palier sans bruit. Les soldats alliés ont rapporté qu'ils n'entendèrent souvent pas les panthères avant qu'ils ne soient très proches. Le grincement caractéristique des ressorts hélicoïdaux d'un char Leclerc était audible à 400 mètres. Un panthère était encore silencieux à 100 mètres. Cela donnait un avantage tactique, la furtivité grâce à l'ingénierie. Les propriétés thermiques étaient tout aussi importantes. Les ressorts hélicoïdaux modifient considérablement leur rigidité avec la température. À moins 20 degrés Celsius, l'acier à ressort devient cassant. Le taux de ressort augmente de 15 à 20%. Cela rend le comportement du véhicule imprévisible dans des conditions hivernales. Les barres de torsion sont beaucoup moins sensibles à la température.
Le taux de ressort ne change que de 3 à 5% entre moins 30 et plus 50 degrés. Le Panther se comportait de manière constante dans l'hiver russe et la chaleur nord-africaine. Le char Leclerc avait besoin d'ajustements constants de la suspension pour différentes zones climatiques. C'est un cauchemar logistique. L'expérience britannique était tout aussi frustrante. Le char Centurion, conçu en 1943, déployé en 1945, devait initialement utiliser des ressorts hélicoïdaux, mais après la capture de Panther en Italie, en 1944, l'équipe de conception a changé d'avis. Les barres de torsion étaient manifestement meilleures. Le problème, la métallurgie britannique était incapable de produire des barres de torsion répondant aux spécifications du Panther. La solution fut embarrassante. Le gouvernement britannique acheta de l'acier allemand à Krupp après la fin de la guerre, malgré le conflit qui venait de se terminer, car les aciéries britanniques ne pouvaient pas fournir la qualité requise. C'est un aveu d'infériorité technologique. C'est humiliant pour une nation qui se croit industriellement avancée. Les impacts à long terme de la technologie allemande des barres de torsion ne peuvent être sous-estimés. Aujourd'hui, en 2025, pratiquement tous les chars de combat dans le monde utilisent une suspension à barres de torsion. Le M1 Abrams, le Léopard 2, le Challenger 2, le char Leclerc, le Merkava, le T90, le Type 99, l'alternative, la suspension hydropneumatique comme sur le Chieftain, s'est avérée trop complexe, trop gourmande en entretien, trop fragile. Les barres de torsion sont simples, robustes, nécessitent peu d'entretien et sont fiables. Les ingénieurs allemands, en 1943, ont trouvé la solution optimale et 80 ans plus tard, personne n'utilise autre chose. L'analyse des coûts est tout aussi révélatrice. Un jeu de barres de torsion pour un Panther, 16 barres au total pour 8 roues par côté, coûtait en production environ 1200 Reichsmarks en 1943, soit environ $8000 en pouvoir d'achat actuel. Un jeu de ressorts hélicoïdaux pour un char Leclerc coûtait $800 en 1943, soit $14 000 aujourd'hui. Les barres de torsion étaient chères, malgré des exigences métallurgiques plus élevées, parce qu'elles utilisaient moins d'acier. Poids total de la suspension, Panther, 288 kg, char Leclerc, 420 kg. La solution allemande était plus légère, moins chère, meilleure. C'est de l'ingénierie à son sommet. L'entretien était un autre avantage. Les ressorts hélicoïdaux du char Leclerc devaient être inspectés toutes les 800 heures de fonctionnement et remplacés toutes les 1600 heures. Les barres de torsion du Panther ne nécessitaient une inspection que toutes les 2000 heures et un remplacement après 4000 heures. La maintenance sur le terrain était plus simple. Une barre de torsion pouvait être remplacée en 45 minutes avec des outils standards. Les ressorts hélicoïdaux du char Leclerc nécessitaient une grue, 4 mécaniciens et 3 heures de travail. La supériorité logistique, multipliée par des milliers de chars et des millions d'heures de fonctionnement, se traduit par des économies massives. Ces technologies ne sont pas seulement de l'histoire, elles sont dans votre vie. Chaque char militaire moderne utilise une suspension à barres de torsion basée sur la conception du Panther de 1943, du M1 Abrams au Léopard 2, du Merkava au Type 99. Les ingénieurs allemands ont posé les fondations de la mobilité des chars modernes il y a 80 ans. Si vous appréciez ces vérités techniques, soutenez avec les Super Thanks de YouTube. Chaque Super Thanks me permet de fouiller plus profondément dans les archives, de numériser des plans rares, d'interviewer les derniers ingénieurs témoins. Aidez-moi à préserver cette histoire technique. Après la guerre, plusieurs nations ont tenté de développer des systèmes de suspension alternatifs pour ne pas dépendre de la technologie allemande.
La France a expérimenté avec l'hydropneumatique sur l'AMX-13, déployé en 1953. Au début, cela semblait prometteur. Suspension indépendante de chaque roue, garde au sol réglable, conduite très souple. Mais la fiabilité était catastrophique. Les fuites hydrauliques étaient fréquentes. La complexité rendait l'entretien sur le terrain impossible. Les coûts de production étaient 3 fois plus élevés que ceux des barres de torsion. En 1965, la France était revenue aux barres de torsion pour les nouvelles conceptions. L'Allemagne avait eu raison. La Suède a tenté une approche similaire avec le STRV 103, déployé en 1967, utilisant l'hydropneumatique combiné à des barres de torsion. Le système hybride fonctionnait mieux que l'hydropneumatique pure, mais restait problématique. La Suède n'a produit que 290 exemplaires, puis est passée au Léopard 2, qui utilise des barres de torsion classiques. Même les nations les plus innovantes n'ont pas pu améliorer de manière significative la technologie de base allemande de 1943. Cela montre à quel point la conception originale du Panther était aboutie. Le Merkava israélien, conçu dans les années 1970 par le général-major Israël Tal, utilise une suspension à barre de torsion directement inspirée du Panther. Tal était obsessionnellement détaillé dans son analyse des conceptions de chars alliés et allemands de la Seconde Guerre mondiale. Sa conclusion, le Panther avait la meilleure combinaison de mobilité, de protection et de puissance de feu de toutes les conceptions de la Seconde Guerre mondiale. Le Merkava a copié la disposition des barres de torsion, le montage diagonal, les concepts de roulement à aiguille, directement. Tal a écrit en 1980 « Nous étions, sur les épaules des ingénieurs allemands. Ils ont résolu les problèmes fondamentaux. Nous n'avions qu'à affiner. Les spécifications modernes des barres de torsion du M1 Abrams sont disponibles publiquement grâce aux demandes du Freedom of Information Act. Alliage d'acier AEZ 560 modifié avec du vanadium supplémentaire. C'est presque identique au Krupp 50 CRV4 de 1943. Traitement thermique. Normalisation à 925 degrés Celsius. Trempe dans un milieu de trempe polymère à 830 degrés Celsius. Revenu à 475 degrés Celsius pendant 2 heures. Nitruration à 520 degrés Celsius pendant 36 heures. Presque identique au processus allemand en 5 étapes. 80 ans plus tard. La base est toujours allemande. Les améliorations américaines sont marginales. Meilleur contrôle de la température, nitruration plus cohérente, contrôle de la qualité plus précis, mais la conception fondamentale est inchangée. Coût d'un jeu moderne de barres de torsion pour M1 Abrams. 38 000 $ pour 14 barres, achetées auprès de General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Cela fait 2 714 $ par barre, en dollars de 1943, ajusté pour l'inflation. Cela ferait 380 $ par barre. Les barres de torsion du Panther coûtaient 75 Reichsmarks par barre, soit environ 500 $ aujourd'hui. La production moderne est plus chère, malgré 80 ans de progrès technologiques, parce que les normes de qualité sont plus élevées. Les coûts de salariaux ont massivement augmenté et les volumes de production sont plus faibles. Les barres de torsion du Panther ont été produites par centaines de milliers. Les barres de torsion du M1 Abrams sont produites par dizaines de milliers. Les économies d'échelle fonctionnent. L'ironie ultime, l'Allemagne aujourd'hui, en 2025, produit des barres de torsion pour le Léopard 2 chez Rheinmetall Landsystem à Kassel. La même région, la même tradition métallurgique, en partie les mêmes familles d'ingénieurs. Klaus Zimmermann, métallurgiste en chef chez Rheinmetall, est le petit-fils de Heinrich Zimmermann, qui travaillait chez Krupp en 1943 sur les barres de torsion du Panther. Dans une interview de 2019,
Klaus a déclaré « Mon grand-père a laissé des cahiers avec ses formules et ses processus. Quand j'analyse les barres de torsion modernes, je vois toujours son travail, ses calculs, ses optimisations. Nous avons affiné, mais il a posé les fondations que personne ne pouvait surpasser. C'est le véritable héritage de la suspension à barre de torsion du Panther allemand. Pas seulement une meilleure suspension, une solution tellement parfaite que 80 ans de progrès technologiques n'ont pas pu la rendre obsolète. Une ingénierie si fondamentale que chaque nation construisant des chars de combat a dû la copier. Une percée technique si dominante que même l'Amérique a mis 40 ans à atteindre le niveau allemand, et a ensuite simplement copié la solution allemande au lieu d'inventer quelque chose de mieux. Quelle technologie de char allemand vous a le plus surpris? Nombre d'ingénieurs dans les commentaires ont révélé des connexions incroyables, des grands-pères ayant travaillé sur des barres de torsion, des plans conservés dans les archives d'entreprises, des brevets modernes ayant des racines allemandes. Partagez VOS Découverte technique. Chaque commentaire est une pièce du puzzle de l'histoire de l'ingénierie. C'est fascinant, absolument fascinant. N'hésitez pas à partager vos anecdotes, vos souvenirs, vos propres analyses. Votre contribution peut éclairer des aspects méconnus de cette saga technologique. Imaginez les ramifications, les influences souterraines, les secrets bien gardés qui se dévoilent grâce à vos récits. C'est une véritable enquête collaborative, une exploration collective des méandres de l'innovation. Et qui sait, peut-être que votre commentaire, votre témoignage, apportera une pièce essentielle, une clé de compréhension déterminante à l'ensemble de cette histoire. Alors, exprimez-vous, partagez votre savoir, votre expérience, votre point de vue. L'histoire n'attend que d'être complétée, enrichie par vous.